Donc là, je vais présenter un premier cas de surveillance classique après multiples traitements. Donc, c'est un patient qui avait un cancer colorectal avec des métastases hépatiques qui est suivi depuis environ 1 an et qui a eu, pour une part, de la chirurgie, pour d'autre part, de la radiofréquence sur des lésions métastatiques hépatiques. Voilà, donc je vous montre, comme d'habitude, c'est un bilan réalisé tous les 6 mois. Hein. Donc, vous voyez le passage classique. On voit ici une anomalie hépatique, d'autres anomalies diffuses. Voilà. Donc, je vous montre l'ensemble du passage hépatique. Vous voyez qu'il y a des traces de colostomie dans le flanc. Et même de l'autre côté, une jéjunostomie. Donc, vous voyez, c'est un patient qui est dans un état carcinologique difficile. Mais pour l'instant, les 2 derniers contrôles n'avaient pas retrouvé d'autres anomalies que ce que l'on voit là. Donc, je vais vous montrer l'ensemble des cartes spectrales et où on a, vous voyez, la conjonction, comme toujours, du conventionnel, du VNC et du mono I40 et de la densité d'iode. Hein. Donc, ce qui est quand même très intéressant, c'est de voir que si l'on réussit à faire l'ensemble de ce passage, vous voyez qu'ici, on a une densité spontanée de cette zone qui a été traitée par une fréquence qui est à environ 38 millioscopes, qui correspond tout à fait à l'imagerie conventionnelle au temps portal. Et vous voyez que sur les monoïs, on a là aussi un aspect tout à fait identique de cette densité oscille, avec surtout, vous voyez, sur la densité d'iode, un 0,02 mg d'iode. Donc on est sûr que dans cette zone où la densité n'est pas purement liquidienne, mais qui est déjà aux alentours de 40 unités oscilles, on n'a vraiment aucune anomalie ni aucun rehaussement. Par contre, si vous regardez bien et que vous allez un petit peu en dessous ou ailleurs, il y a d'autres anomalies que l'on peut aussi caractériser en prenant le même ROI. Et vous voyez que là, on a à peu près le même type d'anomalies et de zones avec aux alentours de 40 unités oscilles de manière spontanée, un micro-rehaussement et surtout 0,28 mg d'iode. Donc, on est quand même assez rassuré sur la nature de ces anomalies. Par contre, j'avais été un petit peu l'œil attiré par une petite zone ici qui m'ennuyait beaucoup et que donc, vous voyez, en faisant le même travail, vous vous rendez compte que si la densité est quasiment identique aux autres structures, on a ici sur le VNC 18 avec un rehaussement qui se fait en portal, avec une prise de contraste de l'iode et surtout, vous voyez là donc très bien, identifier de manière quantitative une zone d'iode tout à fait pathologique à 1,49 qui nous attire l'attention et une biopsie était réalisée, ce qui est bien donc une récidive de ce cancer colorectal. Vous voyez donc l'apport majeur et déterminant de ces différentes cartes spectrales et surtout ici de la densité d'iode qui nous permet d'affirmer de manière quand même assez sûre d'une prise de contraste et qui attire vraiment l'œil et qui nous a permis donc de réaliser ces biopsies pour être sûr que l'on ne passe pas à côté d'une récidive. Voilà ce que je vais vous montrer pour ce cas. C'est donc si l'on essaye de résumer un petit peu ceci, donc vous voyez, il y a quand même là une utilisation déterminante de la densité d'iode avec un marqueur qui est quand même, je parle sous couvert des physiciens et de Philippe qui est là, mais pour nous, à chaque fois qu'on a eu vraiment une charge de d'iode comme ça dans une lésion, on était vraiment un peu rassuré et surtout un peu conforté dans notre diagnostic. Voilà. Des questions au sujet de ce cas? Moi, j'avais une question, Philippe, par rapport à l'apport toi du spectral donc en onco pour tout ce qui est aide aux gestes interventionnels.
toutes les ponctions un peu difficiles dans des zones compliquées, on se sert du matériel IMACTIS que je pense beaucoup connaissent. Et là, on a récemment fait 2 cas difficiles, très intéressants, parce qu'on a pu transférer les cartes spectrales que l'on n'imaginait pas, mais avec un travail de collaboration avec les gens de chez IMACTIS. Donc, on a réussi sur ces petites lésions qui sont très difficiles à repérer sur un scanner standard, on a réussi à transférer des cartes spectrales sur la machine IMACTIS et pouvoir donc réaliser une biopsie dans des positions difficiles et dans des cas où on avait beaucoup de mal à visualiser la lésion sur un scanner conventionnel. Oui. Donc, merci Émilie de ta question, parce que ça, c'est vraiment très important, parce que de pouvoir être guidé dans ces zones sur un poids standard où on aurait beaucoup de mal, donc c'est évident que l'imagerie spectrale apporte au diagnostic et lui aussi au guidage sur ces toutes petites lésions difficiles à prendre en charge et difficiles à voir, et ça nous aide beaucoup. De même, pour les petites lésions du rein, comme a montré tout à l'heure Loïc, on a souvent des petites anomalies comme ça. Et quand c'est sur des pôles supérieurs de rein du côté droit qui sont très très hauts dans le thorax, où on a vraiment beaucoup de mal, eh bien, on s'aide de l'imagerie spectrale avec l'IMACTIS et on a des résultats vraiment intéressants dans le guidage sécure du geste. Donc là, je vais vous montrer un autre cas. Donc c'est entre l'onco et l'urgence, parce qu'il nous avait été adressé pas via le biais des urgences, mais c'était essentiellement un signe clinique qui était douleur du flanc gauche. Hein. Alors, donc douleur du flanc gauche, donc c'est un patient relativement jeune, donc c'est un peu la bouteille à langue, donc on a fait un protocole classique et on a regardé l'ensemble du thorax et de l'abdomen. Pour les cardios, là, il y a une calcification du coronaire. Voilà, on descend tranquillement. J'avoue qu'on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il y avait un peu de la vascularisation un peu exubérante autour de l'estomac. Voilà. C'est tout. On essaye de regarder un peu l'ensemble de l'abdomen. Et puis, donc, bien sûr, on a quand même regardé le tout en mode spectral. Et voilà ce qui arrive. Et en regardant quand même le monomie 40, là, vous voyez, on a eu l'attention attirée par vous voyez, une espèce de petite masse sur la partie distale de la queue du pancréas que l'on n'avait pas vraiment visualisé sur l'imagerie classique. Hein. C'est vrai que ces douleurs, bon, c'est des douleurs à gauche, mais je ne pense pas que c'est grand-chose à voir avec tout ça. Et donc, nous voilà avec une petite formation hein, que l'on visualise très bien, qui est au niveau de la queue du pancréas, que l'on voit toujours sur cette telle carte fusionnée et où on est bien ennuyé avec cette petite formation. Donc, on montre ça aux chirurgiens, ils se disent c'est probablement une tumeur, il ne faudrait peut-être pas passer à côté de tout ça. Donc, on avait regardé un petit peu les différentes densités dans l'ensemble du pancréas, de la petite formation et de la rate. Et on a essayé de regarder un petit peu le profil de tous ces éléments. Et en essayant de regarder un peu ces profils, et j'ai été un petit peu surpris et attiré par, vous voyez, il y avait un rehaussement de cette petite formation et de la rate qui était exactement similaire. Vous voyez ici les unités oscilles avec les
monoï et il y avait une différence significative et pas le même profil. Donc, les chirurgiens ne voulaient pas passer à côté d'une lésion tumorale. Quand on regarde les différents plans, on voit bien cette petite lésion qui semble vraiment appartenir à la partie toute distale du pancréas. Alors, est-ce que vous avez une idée de ce diagnostic? Non, il n'y a pas d'idée. Philippe, à Lyon, on a une idée, mais on n'est que des cardiothoraciques. Mais on pense à une rate intrapancréatique. Alors là, bravo. Alors, j'avais mis ça. Alors, je suis d'accord. J'ai repris ce cas, il est tout récent pour les ateliers, et puis je regarde mon compte rendu et je dis attention, ça pourrait peut-être être une petite rate accessoire et finalement, donc les chirurgiens lui ont fait une cellio et c'était bien ça. Donc bravo à l'équipe de cardiovasculaire. On a comme tourné autour de ce truc et vous avez vu, ce qui était marrant, donc c'est le profil de la courbe de charge diode qui était vraiment identique et ça m'avait attiré l'attention. Donc vous voyez, tous ces petits éléments, hein, tous ces petits outils sont vraiment intéressants. Alors j'ai encore un dernier cas à vous montrer. Là, c'est un patient là, qui vient en urgence, un homme de 61 ans qui présente depuis quelque temps une petite altération de l'état général associée à des douleurs abdominales avec une masse palpable de l'épigaste. Donc vous voyez, donc on a fait un passage thoraco-abdo-pelvien ou temportal. Et en arrivant quand même dans l'abdomen, on va identifier cette formation et cette masse palpable. Donc vous voyez ces différents éléments un peu diffus au niveau hépatique, malheureusement qui évoque une pathologie métastatique disséminée avec cette formation que le patient sentait ici, qui était en fait son bord de foie gauche qui débordait. Donc, on a essayé d'améliorer un peu ce diagnostic en se demandant d'où venaient ces formations. Alors, vous voyez qu'il y avait en plus ici un peu des petites formations ganglionnaires. Donc, voilà, on cherche un peu ce que ça peut être. On se méfie bien sûr d'une éventuelle lésion chronique. On regarde l'ensemble et on est quand même attiré par ces petits ganglions qui sont plutôt localisés dans le fond de la petite courbure. Et donc vous voyez toujours donc, le conventionnel, le VNC, la densité d'iode et les monoïdes. Hein. Donc effectivement, on voit mieux ici des petites anomalies qui sont bien des ganglions. Et puis, quand on regarde bien, notamment sur, vous voyez, la densité d'iode, j'avais eu vraiment l'œil attiré par cette espèce de formation un peu plus modulaire, dense, au niveau de la paroi gastrique, et qui présentait, vous voyez, un rehaussement extrêmement élevé, qui m'avait fait me mouiller un tout petit peu dans le compte rendu où vous avez dit qu'il faudrait certainement commencer par faire une gastroscopie plutôt qu'une coloscopie. Et effectivement, il s'agissait d'un cancer gastrique avec métastase diffuse au niveau hépatique. Donc vous voyez que donc ces cartes sont quand même très intéressantes, notamment vous voyez la densité d'iode dont on se sert très très souvent. Dans ces diagnostics en urgence ou semi-urgence qui ne sont pas toujours faciles, on est attiré par ces volumineuses lésions hépatiques. Et donc, il y a quand même une aide très très forte de l'ensemble de ces cartes qui, vous avez vu, sont quand même très faciles à charger et la multiplicité d'utilisation de celles-ci permet d'arriver souvent à un diagnostic plus précis, que ce soit un diagnostic qu'on n'aurait pas fait avec un scanner conventionnel.
Et c'est pour ça que je vous disais que tout à l'heure, on est bien ennuyé de temps en temps quand on est obligé de revoir des patients qui, malheureusement, de notre institution, ne peuvent pas tous passer sur l'iPhone et on est vraiment très embêté et ça pose même presque quelquefois un problème éthique quand on voit un peu la qualité de ce qu'on peut faire avec ce scanner. Voilà. Donc, je voulais vous montrer ces quelques cas. J'espère qu'ils vous ont permis de comprendre l'utilité des différentes cartes, que ce soit en oncologie ou en urgence. Je dirais en urgence, c'est une machine extrêmement déterminante. Ce qui est important, je pense, c'est que vous qui utilisez peut-être d'autres machines, ou moi j'ai eu l'occasion de pouvoir le voir, ce qui m'a vraiment surpris, c'est la qualité de l'imagerie avec les énergies les plus basses qui vous permettent, en se rapprochant vraiment du pic de l'iode à 33, d'avoir comme un rehaussement majeur et qui permet de diminuer considérablement la dose de contraste. Voilà ce que je pouvais vous raconter de mon expérience depuis maintenant un petit peu plus d'1 an.